Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, s'il y a des choses pas claires, si vous voulez des précisions ou apporter votre témoignage. Stéphanie et Céline, qui sont à côté de moi, suivent ça et pourront, m'alerter pour que je pourrais répondre oralement ou répondre par le chat. Donc, voilà un petit peu le sommaire. On va commencer par, une petite carte d'identité de Loki pour savoir ce que c'est que Loki, ce que c'est qu'un cryptovirus et évidemment une partie sur la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se faire infecter par, cette gentille cochonnerie? Un petit focus ensuite sur, la sauvegarde de données. Donc, pour la fin de la présentation, je repasserai la parole à Stéphanie qui fera cette partie-là. Et puis un petit retour sur Petya qui est, voilà, qu'on entend de plus en plus souvent aussi, parmi nos clients. Donc Loki, c'est un cryptovirus. Alors en français, on dit aussi ransomware, c'est une autre dénomination, mais en tout cas, tout ça sont des programmes, donc au sens strict du terme, il s'agit de trojans, qui sont des chevals de Troie en français aussi, et qui ne sont pas des virus. Un virus veut dire en fait qu'on infecte un programme existant pour aller déclencher une charge virale, comme un virus dans l'être humain. Le virus infecte une cellule existante. Un trojan a besoin d'un utilisateur pour être activé. Donc ces cryptovirus, donc ils sont mal nommés, encryptent les données personnelles des utilisateurs et ensuite demandent une rançon pour leur déchiffrement. Donc ça, c'est le principe de base. Donc on verra les détails un petit peu plus tard. Donc ce type de virus existe depuis les années 2000. C'est pas, Loki n'est pas le premier ni sans doute le dernier. Donc là j'ai mis une petite liste. Donc il y a CryptoWall qui a fait un peu parler de lui. Les plus vieux c'est Xorast, Rector, etc. Prison Locker. Alors avec des petites spécialités, il y en a qui sont spécialisés sur les NAS, donc qui infectent particulièrement les NAS Synology, etc., etc. Donc il y a deux grandes familles. CryptoLocker, c'est un ancêtre de Loki qui a fait parler de lui aussi il y a quelques années. Et il y a une famille aussi dits de gendarmerie qui sont en fait des mails, des CryptoLockers qui vous affichent un message qui dit que votre ordinateur a été pris sous le contrôle de la gendarmerie et qu'il faut que vous payiez une amende pour qu'on vous restaure vos données. Donc évidemment, toutes les gendarmeries du monde ne font pas ce genre de choses et c'est clairement un virus, mais ils se font passer pour les autorités légales pour que ce soit plus simple pour vous de payer. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'il y aura encore des tas d'autres virus dans la famille là, et que Loki n'est qu'une version parmi d'autres, mais qui est assez évoluée. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'elle sait faire. Donc qui est à l'origine de ces cryptovirus? Alors il faut savoir que c'est une industrie florissante. Donc on a ce charmant bonhomme à droite là qui est a priori l'auteur de Loki. Donc a priori parce que pas de... évidemment il s'en vante pas et il se promène pas dans la rue en disant c'est moi qui ai écrit ça. Par contre, il a été reconnu comme auteur de CryptoLocker et il est recherché par le FBI, et il y a une récompense de 3 millions de dollars pour celui qui pourra le faire arrêter. Donc il paraît qu'il a des villas, des yachts, etc. et qu'il a un revenu estimé de 100 millions de dollars. Donc quand je dis c'est une industrie, ça veut dire aussi qu'il y a des sociétés spécialisées dans l'écriture de ce genre de choses. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les virus, d'autres sur les voies d'infection, etc., etc. Et voilà, c'est un des revenus les principaux des mafias actuelles, après la drogue et devant la criminalité, etc., etc. Donc voilà, quand on paye une rançon sur Loki ou autre cryptovirus, on alimente ce genre de bonhomme-là pour pouvoir développer d'autres choses par la suite, et ainsi de suite. Et c'est sans fin. Donc la propagation des cryptovirus, là, on a une petite carte qui indique en fait les taux d'infection des virus dans le monde. Donc on voit assez clairement que les plus infectés sont les pays riches, entre guillemets, des pays très informatisés et qui ont les capacités de payer des rançons autour de quelques centaines de dollars ou d'euros.
Les virus sont localisés, c'est-à-dire que quand on est en France, Loki va vous parler français, en Allemagne, il va vous parler allemand, espagnol, et cetera, aux États-Unis, anglais. Et voilà, donc si vous êtes dans un pays avec une langue rare, il y a moins de chances que vous soyez infecté. Mais en France, c'est un pays qui est quand même assez bien ciblé, un petit peu moins que les pays anglophones, puisque c'est plus facile d'écrire un virus en anglais, on touche plus de monde. Mais voilà, quelques millions de dollars sont toujours bons à prendre pour la France, hein. Donc comment ça fonctionne? Alors le premier élément, c'est l'infection. Donc on commence par le virus va commencer par rentrer sur votre machine. Donc Loki, enfin rentre essentiellement par mail, donc avec un mail qui ressemble un petit peu à celui que j'ai mis sur la présentation. Donc ici, c'est une version anglaise, il y a évidemment des variantes en français, donc c'est un peu plus incitatif pour les gens en France. Et ce mail est accompagné d'une pièce jointe avec d'une macro ou d'un fichier zip. Il y a les 2 variantes qui existent. La plus répandue, c'est quand même le fichier Office, donc un fichier Word avec des macros compris. Donc le principe, c'est que l'utilisateur, quand il reçoit ce mail, doit cliquer sur la pièce jointe et soit il a déjà les macros qui sont activés dans son Word, Excel, ou ici en l'occurrence c'est un Word, et cette macro va télécharger le virus à proprement dit et déclencher la charge virale, c'est-à-dire tout ce qui suit le cryptage de vos données. Donc si vos macros ne sont pas actifs par défaut, donc ça c'est la configuration normale, hein, normalement on a un message qui s'affiche qui dit, ben, il faut que vous activiez la macro parce que le texte qui est en dessous, n'est pas lisible. Les utilisateurs un petit peu naïfs, ils se disent: «Ah bah oui, effectivement, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué, il faut que j'active les macros». Donc ils activent les macros et ensuite, ben, après c'est fini. Après c'est terminé, le virus va se déclencher et puis là, vous avez plus qu'un quart de milliseconde pour réagir et c'est généralement un peu trop tard. Donc ça, c'est le média d'infection. Il n'y a pas d'autres systèmes d'infection connus aujourd'hui de Loki qui permettent de. On n'infecte pas une machine sans l'action de l'utilisateur, de télécharger la pièce jointe, d'exécuter la macro et de l'ouvrir en exécutant la macro. Il n'y a pas d'autre méthode. Donc, on a vraiment besoin de l'utilisateur assis devant la chaise pour participer à l'infection via Loki. Donc ensuite, une fois que la charge est exécutée, elle va faire différentes choses. Donc elle va commencer à s'installer en démarrage automatique. Donc si vous avez un Loki qui est installé sur votre machine, si vous redémarrez, ça ne changera rien, il est toujours actif. Il va se masquer, c'est-à-dire que vous ne le retrouverez pas dans la liste des processus système. Il va se masquer également d'un certain nombre d'antivirus et il est à multiples signatures, c'est-à-dire que la charge n'est pas toujours construites de la même manière et il y a plus d'une centaine de signatures différentes. Donc ça, c'est pour éviter que les antivirus puissent le détecter facilement. Donc les antivirus aujourd'hui détectent les anciennes charges, mais c'est très facile pour les auteurs de Loki de modifier un petit peu leur algorithme pour faire des nouvelles signatures et donc gagner toujours quelques heures de temps pendant lequel ils ne sont pas détectés. Ensuite, il y a également un système qui évite d'être reconnu par les analyseurs heuristiques. Donc c'est un système pour contourner les antivirus qui vont exécuter le programme et voir s'il n'a pas un comportement suspect. Donc ça marche assez bien dans des virus classiques. Loki a modifié un petit peu la structure du programme. Donc, dans Windows, on doit écrire le programme d'une certaine manière, et eux, ils ne respectent pas tout à fait la méthode native. Et en gros, une fois que ça arrive dans l'analyse heuristique, Loki a déjà fait son travail. Donc, les analyseurs heuristiques qui prétendent pouvoir détecter n'importe quel virus sans délai, bah, sont aussi contournés par Loki. Donc
Loki est actif uniquement sur Windows, hein, donc on m'a déjà posé la question. Il y a aussi des virus sur Mac et sur Linux, mais Loki, en l'occurrence, ne fonctionne que sur Windows. Sur les dernières versions de Windows, 64 bits, 32 bits, ça n'a pas de différence. Et nécessite donc la collaboration de l'occupant de la chaise. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un système qui va utiliser des failles de votre navigateur ou des failles Windows. C'est l'utilisateur qui active Loki. En gros, c'est lui qui l'installe. Et après, il se plaint parce que, évidemment, ces données sont cryptées. Mais on est obligé d'avoir l'occupant de la chaise pour activer Loki. Ensuite, voilà, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait utiliser d'autres failles de sécurité, mais pour l'instant, il n'y a rien de démontré. La plupart des infections se font par les utilisateurs qui activent la charge. Ensuite, une fois que Loki s'est installé confortablement, s'est installé en démarrage automatique, s'est masqué et passé à travers les antivirus, elle va commencer par créer une clé de chiffrement en demandant à un serveur externe une clé unique. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça, c'est que chaque poste infecté a une clé différente. Certains anciens cryptovirus avaient une clé identique pour toutes les machines, ce qui fait que, en gros, si on réussissait à casser cette clé de chiffrement, on pouvait désinfecter toutes les machines qui étaient infectées. Sur Loki, c'est pas possible parce que la clé est unique sur chaque machine. Si vous achetez un décodeur, si vous payez la rançon et que vous êtes censé obtenir un décodeur, bah, ce décodeur ne marchera que sur une machine et pas sur la machine d'à côté. Donc c'est une rançon par machine. Et donc il n'y a aucun espoir non plus que quelqu'un arrive à développer un système de déchiffrement qui marcherait sur toutes les machines. Donc ça existait sur d'anciens cryptovirus, mais ça n'existera pas sur Loki parce que le système est fait de cette manière-là. Ensuite, tous les fichiers de données, donc les .doc, les XLS, les JPEG, les CSS, les HTML, enfin tout ce qui peut ressembler vaguement à des données, donc les PST, tout ce qui est fichier web, tout ce qui est fichiers de dump de base de données, les .SQL, etc., vont être chiffrés et transformés en fichier .loki, donc avec un petit nom comme ça, 060AADB machin, .loki. Et voilà, le Loki est un système très rapide, donc il va assez vite commencer à chiffrer l'ensemble de vos fichiers accessibles et les transformer en .loki. Donc évidemment, si vous ouvrez ça, vous n'avez rien à l'intérieur, hein. C'est des données totalement cryptées et qui sont totalement illisibles. Il accompagne ça d'un petit fichier d'instruction, donc Loki Retriever instruction.txt. Donc celui-là, vous pouvez l'ouvrir et qu'il indique clairement que que vos fichiers, il vous donne la procédure pour décrypter les fichiers. Donc cryptage et nommage de tous les fichiers en .loki. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va chercher également ses cibles sur tous les disques accessibles. Donc évidemment votre disque C, D, E, etc., mais également tous les montages externes. Donc si vous avez votre PC qui est connecté à un serveur NAS, à un disque externe, avec un partage sur un autre poste ou sur un serveur, bah, toutes ces cibles-là vont aussi être cryptées par Loki. Donc il n'y a pas d'infection d'une machine à l'autre. La machine infectée va être infectée par elle-même, elle va crypter éventuellement des données qui sont sur d'autres machines, mais Loki à proprement parler ne va pas aller s'installer sur une autre machine. Il n'y a pas de transmission du virus d'une machine à l'autre. Il va également supprimer les snapshots VSS. Donc pour ceux qui savent ce que c'est un système qui permet d'historiser le disque. Donc pour éviter parce que si on avait un snapshot, on pourrait revenir facilement à la version précédente et restaurer facilement l'ensemble des données. Donc c'est un cryptage AES 128 bits, donc qui donne même des informations sur le sujet, avec une clé propre à la machine. Donc c'est un cryptage fort utilisé par l'armée, donc il n'y a aucune chance de pouvoir décrypter ça sans avoir la clé. Alors une fois que Loki s'est activé, il va vous mettre un nouveau fond d'écran qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a là en dessous, et le fichier d'information texte dans chaque dossier qu'on a vu tout à l'heure.
Donc le fond d'écran vous explique, en gros que c'est crypté avec un AES 128 bits et RSA 2048. Il vous renvoie sur Wikipédia pour vous expliquer, au cas où vous n'auriez pas compris, que c'est un système de cryptage fort. Et ensuite, il vous donne la procédure pour décrypter. Donc la procédure, il faut que vous notiez la clé privée qui est installée, il faut que vous installiez Tor pour pouvoir vous connecter au site du cybercriminel en question et de suivre les instructions. Donc on vous donne votre identifiant personnel, donc qui correspond en gros à la clé qui a été générée pour votre machine. Et les instructions en question, bah, c'est celle-ci. Donc on vous dit que vous devez payer en Bitcoin. Donc évidemment, vous n'envoyez pas un virement sur un compte en banque. Ça serait un peu trop facile pour les autorités de repérer qui possède ce bon compte en banque. Vous payez en Bitcoin, donc il n'y a eu aucune trace ensuite. Vous pouvez, le criminel va récupérer l'argent sans qu'on puisse remonter jusqu'à lui. Donc ça veut dire déjà qu'il faut que vous installier Tor. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est Tor. C'est un système qui permet d'être anonyme sur Internet. Donc c'est très utilisé dans les pays en guerre notamment, et puis aussi par les cybercriminels qui veulent pas qu'on sache qui ils sont. Et donc voilà, c'est un petit logiciel à installer qui permet de faire en sorte qu'on ne puisse pas remonter jusqu'au serveur destination. Donc la rançon a été généralement entre 0,5 et 1 bitcoin. Donc le bitcoin aujourd'hui est à 450 €, donc ça a un petit peu monté depuis la dernière fois. Voilà. Alors je sais pas trop comment il fait la différence entre 0,5 ou 1 bitcoin. Je pense que ça c'est lié au nombre de fichiers cryptés ou à la taille des données, on ne sait pas trop. Alors on vous oblige à utiliser Tor, évidemment. Moi je conseille pas de payer cette rançon puisqu'il n'y a aucune garantie comme quoi bah, vous aurez bien un décrypteur, aucune garantie que ça fonctionne. Évidemment, il n'y a pas de service SAV pour ce genre de choses et on va continuer à financer le développement de nouveaux cryptovirus, et cetera, et cetera. Donc c'est pas conseillé de payer. Le mieux, c'est de prévenir et éventuellement de guérir si on a bien prévenu. Donc que faire en cas d'infection de Loki? Donc c'est isoler immédiatement la machine du réseau. Si une secrétaire ou un comptable a cliqué sur Loki, c'est de débrancher sa machine, de l'arrêter pour éviter la propagation et le cryptage de données qui soient connectées. En cas d'infection sur le disque réseau, donc si vous détectez des points Loki sur votre NAS, alors comme j'ai dit, ça ne fonctionne que sur Windows, ce n'est pas le NAS qui est infecté, c'est une des machines du réseau qui a accès au NAS. Donc normalement, l'utilisateur qui crée le fichier instruction.txt est l'origine du réseau. Donc là, dans ce cas-là, le mieux c'est de tout couper, débrancher toutes les machines et de vérifier une après l'autre, de manière voilà, une après l'autre systématiquement et de manière séquentielle. Alors, les mesures préventives de base, donc ça dans la sécurité, vous l'avez déjà entendu des millions de fois, c'est former les utilisateurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut l'utilisateur pour activer le Trojan. Il n'y a pas d'autre moyen d'exécuter Loki que de cliquer sur ce fichier joint, d'activer les macros si elles ne sont pas déjà activées, et, ensuite, voilà, ensuite c'est trop tard. Voilà, la formation des utilisateurs, leur expliquer qu'on n'ouvre pas n'importe quelle pièce jointe, que s'il y a des choses bizarres, vaut mieux s'abstenir, que si on ne sait pas d'où ça vient, on s'abstient d'ouvrir, qu'on n'ouvre pas les fichiers Word, et encore moins on active des macros sur quelque chose de téléchargé sur internet. Donc on a un client ce matin qui nous a remonté une astuce également. Eux, ils ont fait des faux mails Loki qu'ils ont envoyés à l'ensemble de leur personnel et ils ont regardé combien sur ces mails-là ont été ouverts. Donc a priori, il y a eu 70 ce qu'on nous a dit ce matin, de personnel qui ont ouvert les faux mails Loki. Donc ça permet de mettre une bonne piqûre de rappel et de leur expliquer que voilà, il ne faut pas faire ça, et que 70 ça montre que la formation n'est pas encore très efficace. Parce que voilà, on peut toujours distribuer des avertissements et expliquer aux gens dans la charte informatique qu'il ne faut pas ouvrir n'importe quoi, mais comme personne ne lit jamais. Donc ce type de choses peut être assez intéressant à faire pour voir.
quel est vraiment le niveau de formation des utilisateurs. Alors la deuxième mesure préventive essentielle, que évidemment est parfaitement combinable avec la première, c'est de sauvegarder ses données. Voilà, si on a un Loki, qu'on a une sauvegarde, ben, on supprime les fichiers, on remet sa sauvegarde et le problème est réglé. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est un peu embêtant, les équipes techniques vont y passer une petite journée ou quelques heures. Mais voilà, il n'y a pas de mal, c'est pas dramatique, on récupère ses données, on a perdu une journée de travail, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'entreprise non plus. Par contre, évidemment, si on n'a pas de sauvegarde de ces données, qu'on doit reconstruire sa compta sur 10 ans et qu'on a perdu toutes les données de son ERP, de son CRM et ses données de prod et les fichiers des clients, les plans de l'architecte, etc., là, c'est un peu plus embêtant. Donc voilà, la formation numéro 1, la sauvegarde numéro 1 aussi. Ensuite, voilà, il y a des antivirus. C'est toujours conseillé d'avoir un antivirus. On a vu tout à l'heure que l'antivirus ne garantit pas du tout qu'on n'aura jamais aucun virus et aucun trojan. Il ne faut pas que ça serve à compenser la non-formation des utilisateurs. Là, on a montré, enfin, il y a des informations qui circulent sur Loki qui montrent que les antivirus ont mis plusieurs jours à réagir et à être efficaces sur les dernières versions de Loki. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs virus qui se suivent l'un après l'autre, c'est qu'au bout d'un moment, ils ne sont plus trop efficaces, donc ils réécrivent une nouvelle version. C'est assez simple pour eux, et puis qui passent de nouveau les antivirus, et ainsi de suite. Donc l'antivirus permet de retarder la propagation et de faire en sorte que ça n'infecte pas le monde entier, mais ça ne vous protège pas, vous, personnellement. Ensuite, une autre idée, c'est de sauvegarder vos données. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore plusieurs fois. Une autre méthode, c'est de limiter les droits. Voilà, c'est pareil, tout ce qui est accès à des NAS, accès à des données, des partages de fichiers sur un serveur, donner des droits adaptés à l'utilisateur. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir le droit d'écriture sur l'ensemble des dossiers. Donc, un Loki qui n'a pas les droits d'écriture ne va pas pouvoir crypter vos données, donc ça limite la propagation. Ça n'empêche pas l'infection, mais ça va limiter l'impact d'une installation de Loki. Une autre mesure préventive qui marche assez bien, c'est de protéger la messagerie. Donc, il y a des messageries, des systèmes de messagerie qui empêchent en gros l'envoi de fichiers Word. Donc c'est très embêtant quand on veut envoyer un devis à un client ou qu'on sait pas ou qu'on veut pas le faire en PDF, on peut plus le faire, mais ça protège contre toute la famille de ces virus-là. On peut du moment qu'on reçoit plus de Word, on risque pas de les ouvrir et on risque pas de déclencher une charge virale. Donc ça, c'est une méthode qui marche assez bien, protection de messagerie, et pas que sur ces virus-là, hein, sur tout un tas d'autres cochonneries. Sauvegarder avec un historique, donc j'insiste sur le mot historique, c'est qu'une sauvegarde qui a lieu tous les jours, où on conserve qu'une ou deux versions, Loki peut être activé le vendredi soir avant de partir, et puis vous faites 2 sauvegardes dans le week-end, le lundi matin, votre sauvegarde, vous avez sauvegardé vos fichiers Loki, et vous n'êtes pas plus avancé. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un historique suffisamment long, et voilà, d'avoir assez d'historique pour remonter avant l'infection. Et ça, 1 ou 2 jours, c'est généralement pas suffisant parce qu'on n'a pas toujours le temps de se rendre compte de l'infection assez vite. Ou alors, les utilisateurs ne communiquent pas tout de suite, par exemple, parce qu'ils ont vu qu'ils ont fait une connerie et ils peuvent dire, ils partent en vacances ou voilà. Et de notre historique de 2 jours n'est pas suffisant, quand il y a un historique. L'autre mesure préventive de base, c'est désactiver les macros en automatique. Donc on a vu qu'il y a un système dans Loki qui contourne ça, mais on peut imaginer que les utilisateurs en voyant ça ne vont peut-être pas le faire. Voilà. C'est une solution de prévention qui marche aussi sur pas mal d'autres choses. Les sauvegardes doivent être isolées de votre réseau. Ça, c'est également important. C'est que voilà, on voit beaucoup de gens qui font des sauvegardes sur des disques externes, mais le disque externe, il reste branché sur le NAS. Évidemment avec un accès en écriture,
ou branché sur votre serveur peut être infecté par Loki et comme on a accès à ce disque externe, bah, Loki va crypter l'ensemble des données de votre sauvegarde. Donc vous avez un espace de stockage crypté avec une sauvegarde de ces fichiers aussi cryptés. Donc autant dire que vous n'avez plus de sauvegarde. Alors il existe des systèmes de vaccination contre Loki qui consistent en gros à faire croire à Loki qu'il a déjà infecté la machine et du coup il fait rien. Donc voilà, il y a quelques clés de registre à enregistrer, des choses comme ça. Voilà, ça c'est plus anecdotique, voilà, ça protège contre cette variante de Loki et certainement pas contre tous les cryptovirus. Donc si vous avez du temps, pourquoi pas, mais c'est pas forcément, une méthode, très efficace. Vaut mieux faire tout ce qu'on vient de dire avant. Alors qui utilise, cette méthode pour envoyer de fichiers Word? Il y en a beaucoup. Moi, j'ai pas mal de clients voilà, qui acceptent pas les fichiers Word dans leur messagerie. Alors voilà, je dirais qu'il y a environ 15-20 des messageries qui appliquent ce type de restrictions-là. Donc effectivement, ça empêche de travailler pour la plupart des gens. Mais généralement, c'est accompagné. On leur explique qu'il vaut mieux envoyer des messages en PDF pour éviter qu'ils soient. Donc les gens, ils contournent ça, ils envoient via des systèmes de comment ça s'appelle? Ouais, de Sendit ou ils partagent leurs fichiers via Dropbox ou autre système. Donc voilà, c'est une manière d'éviter une voie d'infection, mais qui a ses inconvénients effectivement. Mais voilà, ça peut être couplé aussi à des systèmes d'antivirus, de messagerie qui vont vérifier qu'il n'y a pas de macro. On peut aussi régler ce système pour dire on empêche tous les Word avec macro. Ça, c'est un petit peu moins contraignant, mais voilà, ça reste contraignant. Donc, quelles mesures curatives une fois qu'on a été infecté par Loki? Donc la première, c'est de restaurer vos données. Donc, a priori, on conseille également de réinstaller la machine infectée. Il y a moyen de la nettoyer, mais comme c'est pas vraiment une science exacte, on risque de redémarrer et de se retrouver avec un nouveau Loki installé et puis devoir tout recommencer. Donc le mieux, si c'est pas trop compliqué, c'est de réinstaller totalement la machine et de restaurer tous les fichiers cryptés. Vous supprimez les fichiers Loki et vous mettez les fichiers cryptés à la place. Donc ça, c'est quand tout va bien et qu'on a une sauvegarde complète. Donc là, c'est important aussi d'avoir une sauvegarde complète. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans ces cas-là, ça nous est arrivé récemment avec un client, bah, il se rend compte qu'il y a certains dossiers qu'il n'avait pas sauvegardés. Donc, le meilleur moyen d'être sûr qu'on a vraiment sauvegardé toutes les données importantes, c'est de faire des tests de restauration. Donc ça, c'est une préconisation qu'on apporte, qu'on répète très très fréquemment, c'est tester que vous avez bien toutes les données nécessaires pour remonter une machine. Donc le principe, c'est simple, vous imaginez que vous n'avez plus rien et vous essayez de remonter une machine à partir des données sauvegardées. Et c'est là qu'on se rend compte que on a sauvegardé la compta, mais pas la paye, par exemple, ou il manque des fichiers de configuration qui sont importants, etc. Ça, on peut s'en rendre compte que quand on fait des tests de restauration, et c'est vraiment important de le faire une fois par an, une fois plus souvent, moins souvent, ça c'est au choix, mais de le faire au moins de temps en temps, surtout quand les données peuvent évoluer, on peut installer des nouveaux logiciels et on ne pense pas forcément à mettre à jour la configuration, le paramétrage de la sauvegarde, et c'est dans ces cas-là qu'on se retrouve avec des choses non sauvegardées. Donc c'est pas quand on a un Loki qu'il faut s'en rendre compte, c'est mieux de le faire avant. Alors Petya, c'est un petit nouveau là qui vient, qui quelques mois maintenant, ça fait 2 mois qu'on en entend parler. Donc lui, il va plus sauvegarder vos fichiers directement, mais il va scripter, enfin plus crypter, pardon, il va crypter l'ensemble du disque dur. Donc c'est beaucoup plus radical. Là, il n'y a plus les dossiers qui sont ciblés, on crypte directement la table de fichiers principale, donc plus aucun moyen d'accéder aux fichiers. On remplace le boot par le programme Petya, donc on redémarre la machine et la machine va crypter les données au redémarrage.
donc avec le même principe, paiement du rançon et l'idée c'est de donc le mode d'infection est le même que pour Lockheed, sauf qu'on n'utilise pas des macros Word. Là, pour le coup, en fait, on reçoit un mail de recherche d'emploi. Pour le coup, Petya, c'est en allemand. Donc, je pense qu'en France, ceux qui parlent pas allemand, ça va un petit peu moins bien marcher. Mais voilà, le mail est en allemand, accompagné d'un lien qui cible, qui est un lien de téléchargement Dropbox, qui est l'exécutable pirate. Donc, l'utilisateur va devoir cliquer sur ce lien Dropbox et ensuite, c'est ça qui va lancer le programme pirate. Donc ce programme va écraser les fichiers de boot et provoque un écran bleu. L'utilisateur a un joli écran bleu de un écran bleu comme il y a quand il y a une erreur Windows. Et, et donc l'utilisateur, généralement, il va faire quoi quand il voit cet écran bleu? Il va redémarrer sa machine et c'est là que en fait, Petya s'active et il prend la forme en fait d'un faux check disk. Donc c'est l'image que vous avez là. On vous dit qu'on répare le disque C et en fait, on répare pas du tout le disque C, on est en train de crypter votre disque dur. Donc quand vous avez l'écran bleu, il est encore temps d'arrêter les frais et d'extraire le disque dur, de récupérer les données ou de réinstaller un Windows proprement avant de redémarrer la machine. Si vous redémarrez la machine, c'est trop tard. Donc Petya ne fonctionne que sous Windows. Il n'y a pas de version de Petya pour Mac, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de virus sous Mac. Je ne vais pas dire ce que je dis pas, mais il y a moins de virus sous Mac et Linux que sous Windows, parce que tout simplement, il y a beaucoup moins de Windows, enfin, il y a beaucoup moins de Mac et de Linux que de Windows. Pour nos propres clients, c'est à peu près 90% de Windows, 10% de 9% de Mac et 1% de Linux. Alors cet après-midi, je ne vais pas parler des virus sur Mac parce que voilà, le sujet du jour c'est Loki et Petya. Donc on pourra éventuellement en parler une autre fois. Là, j'ai pas préparé d'infos sur le sujet. Et, voilà. Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas de clients qui se sont plaints d'avoir eu un cryptovirus sur Mac, alors que des cryptovirus Loki et Petya, on en a au moins 3 ou 4 par semaine. Alors, la demande de rançon, bah, c'est le même principe que pour Loki. On va vous demander d'aller payer en Bitcoin via Tor sur un projet, sur un site dédié. Voilà, comment se prémunir de Petya? Donc c'est toujours, voilà, je redis la même chose, sauvegarder vos fichiers et former vos utilisateurs. Ça, c'est les 2 points essentiels. Alors Dropbox est en train d'essayer de voir s'ils ne peuvent pas repérer les liens, de fichiers Petya. Donc ça, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus Petya, mais ce serait, voilà, je pense qu'il y aura un Petya 2 qui marchera sur un autre système de partage de fichiers ou via Ubique ou autre, Dropbox ou OneDrive ou autre, etc. Voilà, faut faire attention à ce que vous téléchargez. Quand on clique sur un lien de téléchargement provenant d'un mail, on regarde à peu près à quoi ça ressemble. Et voilà. Par contre, ici, une fois que vous êtes infecté par Petya, il n'y a pas d'autre solution que de réinstaller le système puisque tous les scripts de boot ont été écrasés. Donc, il faut réinstaller le système, le soft et restaurer vos fichiers. Si vous avez une sauvegarde système, vous pouvez l'utiliser, mais il faut quand même ensuite restaurer vos fichiers à la dernière version de votre sauvegarde. Voilà, ça c'était pour la partie Loki et Petya, et puis les cryptovirus en général. Donc si vous avez des questions, je vais les prendre maintenant, et sinon je vais passer la parole à Stéphanie qui va prendre la main pour expliquer un peu ce que Kiwi Backup propose en termes de sauvegarde de données. Donc, parce que c'est quelque chose d'essentiel et pas que pour les cryptovirus ou Loki, mais en général.
Donc on a quelques personnes qui sont en train de taper un petit message. Alors les antivirus qui bloquent les Loki aujourd'hui, tous les antivirus principaux, Kaspersky, Avast, mais voilà, aujourd'hui les anciennes versions de Loki le font tous. Mais il y a toujours un délai de mise à jour des signatures qui est incompressible. L'antivirus va toujours mettre un petit temps de détection des virus. Ils ont des systèmes qui détectent les nouveaux virus. Et ensuite, il faut qu'ils créent les fichiers de signature. Et ensuite, il faut que vous mettiez à jour vos signatures pour qu'elles arrivent sur votre poste pour vous protéger. Pendant ce temps-là, Loki a déjà infecté 1 million de machines et il se propage très très vite. Donc, les premières heures sont essentielles. Aujourd'hui, tous les antivirus un petit peu décents et des constructeurs sérieux détectent des versions de Loki. Mais comme dit, voilà, une variante de Loki ne sera pas détectée pendant une journée, 2 journées, et risque de vous infecter quand même. Sachant qu'il y a plusieurs signatures de Loki, donc ils peuvent en détecter une partie, mais pas toutes. Donc, et ces signatures peuvent être variables d'une infection à l'autre. Alors la présentation, vous l'aurez sur la plateforme WebIKEO. Elle sera téléchargeable et il y aura a priori une version enregistrée. Je ne sais pas. Ça c'est en attente. Donc vous aurez une version vidéo quand elle sera terminée. Voilà, donc je vous remercie. Je vais passer la parole à Stéphanie. Et si vous avez d'autres questions, je reste juste à côté. Merci. Merci. Voilà, nous revoilà. Voilà. Donc, je sais qu'il y a parmi nous un bon nombre de personnes qui connaissent déjà aujourd'hui la solution, qui l'utilisent, on va dire, plus ou moins quotidiennement. Donc, je vous invite éventuellement à nous faire part de vos remarques, de ne pas hésiter à, éventuellement via le chat, à communiquer, mais également partager vos informations. Et ensuite, pour ma part, je vais faire une présentation donc, de Kiwi Backup. Tout d'abord des caractéristiques, et puis après, on verra ensemble quelques copies d'écran pour que vous puissiez visualiser un petit peu mieux en quoi consiste Kiwi Backup et quel est vraiment son fonctionnement. Voilà. Alors, donc, Kiwi Backup, c'est un logiciel de sauvegarde de données, pas de sauvegarde de système. Les caractéristiques principales de notre solution sont tout d'abord l'incrémental octet. Donc là, on vous a fait on utilise un schéma souvent pour expliquer cette fonctionnalité. Ça se présente de la façon suivante. Donc, vous avez le poste utilisateur. Vous avez par exemple un fichier qui fait 1 giga de données. Ce fichier, on va le transférer une première fois. Donc, on va avoir une sauvegarde complète. On va le stocker sur nos serveurs mutualisés. À partir de la deuxième sauvegarde, donc généralement c'est le jour suivant, on va extraire les éléments modifiés pour ne transférer que ces nouveaux éléments, recomposer le fichier qui se trouve sur le poste du client sur nos serveurs de sauvegarde, et ensuite on va conserver les incréments dans l'historique. Donc par défaut, nous proposons 90 jours d'historique, mais il est tout à fait possible, après, en fonction du type de solution, de prévoir des historiques qui sont un peu plus longs. L'élément qui est important de connaître dans notre solution, c'est que le volume qui est justement engendré par cet historique, donc là, notamment ces 90 jours, n'est pas rajouté au volume source du client. Donc nous, c'est vraiment le volume source, le volume qui se trouve sur le poste du client qui est pris en compte. Voilà. Donc ensuite, autre caractéristique que l'on va voir ensemble, la déduplication à la source. Alors, déduplication à la source, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple lorsque l'on a un fichier qui se trouve sur plusieurs postes au sein d'une entreprise. Donc là, on a par exemple trois postes différents. Lorsqu'on a un fichier qui se trouve au sein de 3 postes d'entreprise, il ne sera réellement transféré qu'une seule fois. Le lien va se faire, donc par exemple, le premier utilisateur, on va dire ici celui qui est en haut, il va transférer le fichier, il sera stocké sur les serveurs de Kiwi. Les utilisateurs B et C qui vont également
ce type de fichier vont également le prévoir dans la sauvegarde, mais le fichier ne sera pas transféré. Il y a simplement le lien qui va se faire entre le fichier qui se trouve sur le serveur et leur poste. Voilà. Donc, ces deux caractéristiques d'incrémental d'octet et puis de déduplication à la source permettent de limiter l'utilisation de la bande passante dans la mesure où on réduit le temps de la sauvegarde. Est-ce que, éventuellement, au niveau de ces deux caractéristiques, vous souhaitez que l'on revienne sur l'une ou l'autre, ou vous souhaitez que j'approfondisse d'une manière ou d'autre? Si éventuellement les personnes qui ne connaissent pas encore la solution et qui souhaitent avoir des précisions sur ces deux caractéristiques. On pourra également revenir dessus par la suite si vous souhaitez. Voilà. Donc à présent, nous allons voir ensemble donc, les interfaces. Donc la première interface, c'est l'interface utilisateur qui se trouve donc sur le ou les postes du client. Donc ça tout aussi bien sur les postes fixes, sur les postes nomades que sur les serveurs. Voilà. Donc cette interface comporte différents menus. D'abord, on fait l'enregistrement de la machine. Et une fois que la machine est enregistrée, on va préparer le paramétrage de la sauvegarde. Donc on va ici dans le menu sauvegarde. On a sur la partie de gauche le ou les disques qui vont s'afficher. On va dérouler les disques et ensuite on va sélectionner les différents dossiers que l'on souhaite sauvegarder. Donc on va simplement faire un drag and drop dans la partie centrale. On va ensuite pouvoir exclure certains fichiers. Donc généralement ce sont des fichiers de type mes images, mes vidéos, ma musique, parce que souvent ce sont des fichiers qui ne sont pas absolument nécessaires à sauvegarder, qui n'est pas nécessaire de sauvegarder et qui prennent un certain volume. Voilà. Possibilité également de faire des exclusions au niveau du type de fichier. Donc par défaut, nous on en a indiqué qui sont donc les points back, les points split. Après, il peut y avoir des points MP3, MP4, etc. Voilà. Et on va également paramétrer l'heure à laquelle on souhaite que le service se mette en route. Donc la première sauvegarde, donc, tout au long de la journée, il y a un check qui va être réalisé. Et au moment où on a planifié la sauvegarde, donc, par exemple ici on voit à 21h08, la sauvegarde va se mettre en route. Et ensuite, les données seront transférées. Une fois que la sauvegarde se finalise, il y a un mail qui est transmis à l'utilisateur et à l'administrateur, en fonction des mails qui sont paramétrés, pour indiquer si cette dernière s'est bien passée ou pas. Donc je vous montrerai tout à l'heure des copies d'écran pour que vous puissiez visualiser le type de mail dont il s'agit. Cette interface permet également de faire une sauvegarde manuelle. Si par exemple l'utilisateur, il sait très bien que sa sauvegarde se lance le soir à 21h08, il a travaillé sur un gros dossier dans la matinée, il a un petit peu peur, voilà, il craint, donc il se dit bah, tiens, je vais faire une sauvegarde manuelle en fin de matinée, comme ça moi je suis sûr que si l'après-midi j'ai un problème, ce fichier sera sauvegardé. Autre menu qui est disponible sur cette interface et qui est bien sûr très important, la restauration. Donc la restauration, on est toujours sur le même type d'écran, c'est-à-dire on a un premier bloc qui se trouve sur la partie gauche avec tous les jours pour lesquels une sauvegarde a été réalisée. Donc lorsque l'on souhaite faire une restauration, on va tout simplement dérouler, sélectionner le jour pour faire la restauration, dérouler ensuite l'arborescence du disque et sélectionner le dossier que l'on souhaite restaurer pour le glisser dans la partie centrale. On va ensuite, par défaut, donc il va bien sûr indiquer la date de restauration, indiquer un chemin de restauration. Donc généralement, on fait la restauration dans ce schéma-là. Ou sinon, possibilité de faire la restauration à l'emplacement, restaurer au même endroit, mais du coup, faire attention parce que ça va écraser la version qui est en cours. Voilà. Donc on lance la restauration, la petite fenêtre noire de la console s'ouvre, et dès que la restauration est terminée, vous pouvez retrouver le fichier dans le dossier, notamment restore, qui est paramétré. Donc les mails dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc mails de réussite et d'échec de sauvegarde, se présentent de la façon suivante. Donc vous avez un premier mail backup OK, donc tout vert, tout va bien. Et ensuite, on voit bien que échec de sauvegarde, on a un gros warning clignotant en plus, en rouge. Donc ça permet vraiment de bien visualiser et de bien distinguer les deux mails. Donc dans ce mail, l'utilisateur reçoit les informations donc, sur le contrat, sur la machine qui est sauvegardée, et ensuite les statistiques, c'est-à-dire quelle est l'heure de la sauvegarde, le volume qui a été transféré,
et voir à peu près combien de temps prend cette sauvegarde. Voilà. Et donc ça, c'est pour le backup, OK. Et si par exemple, il y a un problème et que la sauvegarde n'a pas pu se faire, alors on indique le log qui précise ce qu'il y a eu comme souci. Donc des soucis de connexion, éventuellement des problèmes de dossiers inexistants, enfin, il peut y avoir différents types de soucis, hein. Donc ça, c'est la partie utilisateur. Donc maintenant, nous allons passer à la partie administrateur. Donc je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions sur ces premiers écrans, si vous souhaitez avoir des précisions. Non, je vois que dans le chat, pour l'instant, il n'y a pas d'activité. Non. Donc, je vous propose de continuer et on pourra revenir, bien sûr, après, hein. Donc, partie administrateur, qui est bien sûr sécurisée donc, par, quand on se connecte sur une adresse spécifique, hein, et sécurisée par un identifiant et un mot de passe. Donc, la partie administrateur permet vraiment, par exemple, à un admin système, un DSI, de pouvoir administrer les sauvegardes de plusieurs postes au sein de l'entreprise, de la collectivité, enfin, tout simplement pour ses propres clients. Donc elle permet de créer des contrats et ensuite, derrière de pouvoir avoir accès aux logs, aux statistiques et de vraiment voir ce qui se passe au niveau des sauvegardes. Ah oui, on me sonne, sirène d'alarme. Faut dire attention à l'heure. C'est vrai qu'il me semble que c'était quoi jusqu'à 15h? C'était 15h, ouais. Donc je ne sais pas si ça va se couper automatiquement, mais au cas où, n'hésitez pas, j'aurai vos coordonnées, puis je reviendrai vers vous si vous avez besoin de précision. Ou alors on va peut-être directement passer aux questions. Si vous avez des questions, si vous souhaitez éventuellement avoir des éléments spécifiques sur la sauvegarde. Éventuellement, on pourra créer des comptes de démo, soit simplement utilisateur, soit avec l'outil d'administration. C'est possible également. Non, je n'ai pas encore de demande. Si, monsieur Aben. Oui, tout à fait, monsieur Aben, oui, il est possible de le tester, comme je viens de dire. Donc, on peut ouvrir un compte de démo, soit pour tester la partie utilisateur seul, soit éventuellement pour tester l'outil complet, donc la partie admin et la partie utilisateur. Ça va dépendre en fait, un petit peu éventuellement de votre besoin et de ce que vous souhaitez vous-même tester. Mais oui, tout à fait, je peux vous contacter tout à l'heure pour qu'on puisse regarder ensemble et qu'on puisse quand même éventuellement étudier un éventuel projet. Voilà. Donc là, ce sont quelques copies d'écran en fait de l'interface d'administration. Donc l'outil d'administration est vraiment intéressant lorsque l'on souhaite justement avoir accès à des statistiques, pouvoir voir ce qui se passe au cours des sauvegardes. Le fichier de configuration permet de remonter un poste si par exemple il y a un poste qui a complètement craché. Donc bien sûr, on a un organe de service support qui est là pour vous aider et pour vous accompagner dans vos différentes démarches. Ensuite, pour les partenaires, ceux qui souhaitent commercialiser la solution auprès de leurs clients, on propose un kit marque blanche, c'est-à-dire qu'on peut personnaliser l'interface utilisateur pour que ce soit transparent, que vous puissiez commercialiser sous votre propre nom. Voilà, donc cette interface permet également de faire une restauration directe par l'outil d'administration. Et on a mis en place différents écrans, comme par exemple la salle de contrôle que vous avez, que vous pouvez visualiser, qui permet de synthétiser sur un seul écran l'état des sauvegardes, donc des machines qui sont sauvegardées avec un code couleur. Le vert, tout va bien, et après, au fur et à mesure, on décline, on arrive vers le rouge lorsqu'il y a un certain nombre de jours de non-sauvegarde. Il permet également de suivre les volumes qui sont utilisés par vos clients. Puis après, bien sûr, différentes synthèses en parallèle de l'outil de la synthèse de mail d'alerte de sauvegarde, donc qui permettent de visualiser sur un seul mail, par exemple, les machines qui sont à jour ou qui ne sont pas à jour. Donc voilà, ça c'est moi. Je ne sais pas si vous avez éventuellement souhaité qu'on revienne sur l'une ou l'autre information, l'un ou l'autre slide, si vous avez encore des questions.
parmi nos actuels partenaires peut-être? Est-ce qu'il y a des personnes qui, souhaitent, témoigner un petit peu, leur expérience, par rapport à Loki et Petya? Je sais que, tout à l'heure monsieur Hoffman, m'a dit qu'ils avaient justement utilisé la restauration pour pouvoir, remettre en route une machine chez un client. Je ne sais pas si c'est arrivé encore à d'autres personnes? Oui, monsieur Capoin, oui. C'est toujours intéressant de pouvoir éventuellement, parler un petit peu de son expérience. Donc bien sûr, cette présentation sera disponible, directement sur le site. Moi, je pourrais également vous la faire parvenir. D'accord, très bien, merci monsieur Papin. On essaye de faire des outils effectivement qui soient relativement intuitifs, hem, même si effectivement il y a des développeurs, on essaie quand même, derrière, on a une personne de marketing, qui est très pointue sur, l'utilisation de l'utilisateur, et puis de pouvoir, un peu démocratiser, cette partie-là. Bien sûr, je vous invite également aussi, donc une fois que vous aurez, quitté cet écran, à donner vos avis. C'est toujours très intéressant, de pouvoir, avoir vos impressions pour que l'on puisse, s'améliorer. Puis bien sûr, nous faire part de vos suggestions, peut-être pour, d'autres webinars si vous souhaitez mettre en avant, l'un ou l'autre, élément. Alors, pour Loki, dans Word, comment désactiver les macros? Donc il faut simplement aller dans le menu macros et désactiver les macros. S'il y a autre chose qui Alors monsieur Papoin, une question sur la sauvegarde peut-elle prendre en compte des fichiers de type PST si Outlook reste ouvert sur un poste? On peut utiliser le VSS de Windows, pour les fichiers ouverts, mais après ça va dépendre de la version de Windows. C'est-à-dire que sur certains Windows, le VSS ne fonctionne pas. Donc il faut voir monsieur Papoin. Sur les serveurs, ça fonctionne? Ouais, d'accord. Monsieur Papoin, vous pouvez effectivement donc en utilisant dans les paramètres avancés, alors je vais revenir sur l'écran. Hop, on va faire une marche arrière. Je vais revenir sur l'écran, l'interface utilisateur dans les paramètres avancés. Là. Vous avez la possibilité justement d'activer, sauvegarde des fichiers ouverts. Et donc là, ça va utiliser le VSS de Windows. Voilà, vous avez ici, donc en dessous dans paramètres, vous avez paramètres avancés et vous voyez ici, sauvegarder les fichiers ouverts. Là, vous cliquez ici et comme ça vous active la fonction. Très bien, voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous propose de clore cette présentation. Merci à tous et à toutes, pour votre participation et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir des précisions, des renseignements, n'hésitez pas à revenir vers nous, pour qu'on puisse, discuter et regarder ensemble. Et merci également à Jérémy pour 5 ans d'accompagnement.